m'est arrivé plein de choses dans la vie compliquées. Quand je faisais du stop, que je voyageais donc en stop, j'ai eu des rencontres formidables, quoi. Donc, mais pour avoir des rencontres formidables, il fallait aussi que de temps en temps ce soit compliqué, que tu sois sous la flotte, que tu tombes dehors. Donc d'abord, très vite, vers 12 ans, je faisais du stop pour aller chez ma grand-mère. Donc moi, j'habitais le Finistère, donc j'allais dans les Côtes-d'Armor. Donc donc ma mère, évidemment, était rarement favorable donc au fait que j'en fasse, mais j'étais costaud, j'allais au stage de rugby, tout ça, donc j'allais en stop. Voilà, donc bon, très vite, ça a été un mode de fonctionnement. Donc j'adorais ça. Moi, ça a démarré donc dès l'âge de 16 ans, puisque j'avais une activité de crêpes dans les campings, parce que j'habitais en Bretagne, et j'avais été voir tous les campings donc autour de chez moi pour leur proposer l'été de faire des soirées crêpes, donc avec un concept qui était plutôt que les campeurs aillent à la crêperie ira aux campeurs. Et donc j'avais 7 campings, je faisais 7 soirées, une par semaine par camping, et on a développé ça avec des copains. Voilà, et ça a été moi, la première fois que j'ai déclaré de la TVA, que j'ai géré donc véritablement une recette, que j'avais des achats, que je me suis rendu compte que finalement je gagnais plus d'argent donc sur la marge des boissons et notamment du cidre que des crêpes donc qu'on faisait. Voilà, donc ça a été ma première vraie expérience. Quand je commence à bosser, donc je fais un stage dans une agence de pub et j'appelais donc les gens pour prendre des rendez-vous donc pour leur proposer donc nos services. Et à l'époque, on passait par un standard téléphonique, donc on appelait un standard téléphonique, on disait bonjour, je voudrais parler à Madame Martin, donc on disait Madame Martin n'est pas là, donc je disais écoutez, quand est-ce qu'elle sera là, à quelle heure on peut la rappeler, et je laissais mon nom, de la part de qui, et donc je disais à chaque fois donc Nadir Benabadji. Alors Benabadji, comment vous l'écrivez alors? B-E-N-A-B-A-D. Bon, au bout d'une semaine, quelqu'un me dit, je rappelle, et quelqu'un me dit ah mais Monsieur Nadir. Et je me dis, c'est génial ce nom Nadir. Là, en fait, c'est 2 syllabes, tout le monde le retient, ça claque. À l'époque, tous les gens un peu connus étaient en 2 syllabes, type tapis. Donc, je me dis, c'est excellent en 2 syllabes. Nadir, ça sonne. En plus, Nadir, il y avait un petit côté donc exotique. Donc, quelque part, je gardais un peu les sonorités donc, et les éléments de mes origines. Donc, qui même si elles n'étaient pas complètement mes origines, puisqu'en définitive, donc, j'étais né en France, j'avais toujours vécu en France. Et donc, moi, j'avais un rapport à l'Algérie, parce que mon père était algérien, j'avais un rapport à l'Algérie donc qui était quand même assez lointain. Mais donc, j'en arrive à ce Nadir, et donc, le coup d'après, j'appelle, je dis de la part de qui? Nadir. Donc, et le gars me dit, quel prénom? Bon, moi, j'avais plus de prénom, puisque je l'avais utilisé en nom. Et donc, c'est là que j'ai réfléchi. J'avais fait des cours de sémiologie, et donc, en sémio, on sait que Jean, donc, c'est le terroir, donc, c'est la terre. Moi, je me dis, tiens, c'est exotique Nadir, donc je vais prendre un prénom composé, donc Jean, c'est pas mal. Et puis après, en deuxième prénom, Pierre, parce que c'est la virilité, c'est le commerce. Et moi, je faisais du commerce et je me dis, tiens, je vais mettre Pierre. Et donc, je fais Jean-Pierre Nadir. Je me dis, ça sonne super bien. Voilà, et j'ai attaqué direct. Et je me suis posé aucune question, c'est-à-dire que très souvent, les gens me disent, mais alors, comment tu faisais pour répondre, etc. Moi, c'était naturel. Quand j'ai lancé mon premier magazine de voyage, vous savez que dans un magazine de voyage, il y a un ours dans lequel on met toutes les fonctions du magazine. Et donc, il y a rédacteur en chef, directeur de la rédaction, directeur financier, directeur de la publicité, etc. Moi, j'étais tout seul au début. Et donc, j'avais mis tous les noms et je représentais tous les noms. Donc, quand j'appelais pour vendre de la pub, je disais Paul Martin. Quand j'appelais donc pour relancer une facture, je disais bonjour Alain Thomas, voilà. Et je gérais tous les. Et l'anecdote, alors là-dessus, qui est très marrante, c'est que mon magazine se développe et à un moment donné, donc je veux engager une directrice de publicité. Et donc je rencontre une jeune femme qui était très bien, qui était connue sur le marché, etc. Et j'arrive à la convaincre de venir. Et elle me pose une question. Donc à la fin, elle me dit mais c'est une création de poste, il n'y a personne, je vais créer mon équipe, etc. Je dis oui, il n'y a personne. Et elle me rappelle une semaine après, elle me dit je viens plus. Je lui dis mais comment ça, etc. Elle me dit non parce que vous êtes un menteur. Je dis ah bon, mais en quoi j'ai menti? Elle me dit vous m'avez dit qu'il n'y avait personne à ce poste alors qu'en fait le marché m'a dit qu'il y avait un certain Paul Martin qui était excellent. Alors je dis mais Paul Martin, est-ce que les gens l'ont déjà vu? Elle me dit non, il fait que tout par téléphone. Je dis oui, je vais vous dire pourquoi. Et voilà, et donc moi j'ai toujours joué avec les identités qui correspondent à des fonctions. Voilà, c'est-à-dire que j'avais des cases dans la tête et donc quand je fais un truc, ça correspondait à un prénom. Voilà, et donc quand je faisais du commerce, c'était ce Jean-Pierre Nadir. Et puis progressivement, ce Nadir
a pris un peu le dessus sur Benabaji, puisque finalement, donc, mon développement dans le business a fait que c'est ce nom-là qui a été retenu. Et donc, partout, je mets Jean-Pierre Nadir Benabaji. Mais c'est vrai que c'est Nadir qui, aujourd'hui, est mon nom usuel, et celui qui est le retenu par le public. Donc, mais encore une fois, moi, je ne renonce à aucune identité, mais je suis un homme libre. Voilà. Et toute ma vie, en fait, je me suis dit, je suis un homme libre. Ma grand-mère, quand j'étais à la ferme, elle me disait toujours, dès que j'avais une idée, elle me disait, mais Nadi, quand même, si tu as cette idée-là, d'autres l'ont déjà eue, donc à ta place, tu vois, donc avant toi, parce qu'elle considérait que, de par notre condition, il y avait peu de chances qu'on arrive, nous, à créer des choses que d'autres n'avaient pas déjà fait. Voilà. Et moi, en fait, tout petit, je me suis dit, moi, je serais différent. Voilà. Et moi, j'irais me confronter donc, à un réel que j'aurais choisi. Et donc, je lisais un tas de bouquins, etc. Et je lisais aussi des magazines. Et dans ces magazines, donc, j'avais vu qu'il y avait le lancement d'un nouveau magazine de business qui s'appelait Entreprendre. Et donc, j'ai pris rendez-vous avec le fondateur de ce magazine, qui avait un petit bureau donc, rue de Cléry, qui... tout de suite, en fait, on a eu un bon contact. Alors, d'abord, pourquoi il m'a fait venir? Parce que je lui ai expliqué que j'étais un spécialiste du marketing direct et que j'allais développer ses abonnés. Ce qui n'était pas faux. C'est-à-dire que je m'y connaissais en marketing direct. De là à dire que j'étais un spécialiste, donc j'avais jamais envoyé aucune campagne de ma vie. Donc, il y avait quand même un peu de survente sur le sujet. Mais je pensais que j'allais être en capacité de. Voilà. Donc, je me mets en situation de le rencontrer. Il m'accorde donc un entretien. Ça se passe plutôt, effectivement, donc très bien. C'est-à-dire que Robert, donc Laffont, puisqu'il s'agit de lui, donc s'aperçoit que j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai plein d'idées, que j'ai envie effectivement donc de réussir, et donc toutes ces qualités-là l'intéressent. Bon, il se dit tiens voilà un jeune gars sur qui je pourrais peut-être m'appuyer, avec qui je peux faire des choses, donc et qui pourra apporter donc à mon projet. À l'époque, il démarre, donc il n'a pas beaucoup de fric, bon, et donc il a pas de capacité de toute façon à engager plein de gens et à engager donc des gens ultra calibrés. Donc il doit faire des paris. Et je suis a priori un pari crédible, voilà. Donc à ce moment-là, se pose la question donc des conditions salariales, et donc c'est là que je lui dis mais moi je veux pas de salaire, je veux les actions, voilà, parce que je pense que pour faire du capitalisme il faut des capitaux, pour avoir des capitaux il faut avoir gagné déjà donc pas mal d'argent, et pour gagner de l'argent il faut les actions dans des boîtes et non pas effectivement donc un salaire. Alors quand j'explique ça, les gens disent mais comment t'as fait puisque il faut bien vivre, etc. Ben moi j'ai continué pendant 1 an à vivre comme un étudiant, c'est-à-dire que j'avais une chambre de CTU. Donc je m'étais inscrit en sociaux, j'avais gardé ma chambre et je déjeunais et je dînais au Resto U tous les soirs, sauf quand Robert m'invitait, donc puisque de temps en temps j'allais bouffer chez lui et le midi on déjeunait ensemble et c'est lui qui payait. Voilà. Et donc en fait il m'a donné, quand je dis pas de salaire, j'ai demandé le SMIC, donc j'ai eu un bon défraiement quand même. C'est-à-dire que je cherche à terme parce que, en fait, bien sûr que le SMIC, donc c'est quand même un salaire. Et donc quand je dis pas de salaire, donc il y a plein de gens qui gagnent le SMIC qui pourraient se dire, c'est honteux. Eh bien, on y parle. Moi, en l'occurrence, j'aurais pu prétendre à plus. Voilà, et j'ai demandé juste le strict minimum, donc parce que ce qui m'intéressait, c'était donc des actions. Et donc là, Robert m'a fait un plan, donc où je pouvais avoir 15% donc de la boîte, et c'était un plan qui a priori pouvait se dérouler si j'étais très bon sur 3 ans. Et en 1 an, j'ai eu 15% de la boîte, voilà. Et donc parce que je bossais jour et nuit, voilà, parce que encore une fois, moi je partais pas en vacances, je partais pas en week-end, voilà, je bossais tout le temps. Et d'ailleurs, Robert est toujours, quand il raconte cette époque, il est toujours donc impressionné par ma capacité donc voilà à m'investir, c'est-à-dire que moi je voulais absolument donc réussir, non pas pour être riche, puisque ensuite donc 2 ans plus tard j'ai gagné mon premier million de francs, donc alors qu'encore une fois j'avais strictement rien précédemment et que même l'année précédente on était à 2 dans ma chambre de CTU pour diviser le loyer par 2, alors 10 mètres carrés à 2, donc on voit comment ça se passe, et j'ai pas dépensé un rond. Voilà, c'est-à-dire que n'importe quel couillon donc serait parti faire la fiesta, voyager, je ne sais quoi. Voilà, moi j'ai pas dépensé un rond, j'ai tout mis de côté et j'ai lancé mon magazine de voyage donc avec cet argent, parce que cette fois-ci j'avais du capital.
La seule chose en fait, donc, c'est que j'ai jamais réussi à devenir donc un nouveau riche, ce que j'aurais peut-être bien aimé, parce que finalement les claquer, les balancer, ça peut être sans doute très marrant. Voilà, moi j'ai toujours été donc un ancien pauvre, et cette différence, elle est fondamentale parce qu'en fait le nouveau riche pense que c'est un état permanent, alors que l'ancien pauvre a toujours peur qu'on lui reprenne ce qu'il vient de gagner. Voilà. Et donc moi, ça a aussi été un des éléments d'animation de ma vie qui fait que je me suis toujours relancé. Voilà, parce que j'ai toujours la crainte donc de perdre donc ce que j'ai réussi, la petite pelote que j'ai réussi effectivement donc à constituer. Et quand je dis la perte, c'est la perte à tous les niveaux. C'est qu'il n'y a pas que l'argent, mais on sait bien que à un moment donné donc tu as des cercles vertueux, mais tu as aussi effectivement donc des spirales négatives, et que si ça commence à aller mal, alors tout peut très vite donc changer. Et donc ça, j'en suis très conscient. Voilà, et je pense que le pire dans la vie, c'est l'embourgeoisement. Voilà, c'est le moment en fait où on pense qu'on a atteint donc son but, parce qu'à ce moment-là, effectivement, donc on n'a plus de perspective, et donc il est temps de partir. Or, moi, je pense que tant que je pourrai, j'agirai, parce que c'est ce qui va faire que je vais rester jeune.